Avant d'être cheval de picador, j'étais cheval de fiacre. C'est là mon drame. Si j'avais été cheval de corrida avant d'être cheval de fiacre, je crois que je pourrais considérer que j'ai réussi ma vie. Mais voilà, quand on est cheval, on n'a pas la pleine disposition de son libre arbitre. Notez bien qu'être cheval de fiacre, pour un cheval, il y a pire. Surtout cheval de fiacre à Arles. J'étais payé par le syndicat d'initiative pour faire joli dans le décor. J'avais un petit parasol à franges au-dessus de la tête et je passais mes journées à l'ombre des platanes, des lys, devant l'hôtel Jules César. Mon patron était un vieil homme paisible qui me soignait et me bichonnait comme une pouliche de luxe et qui faisait la sieste le reste du temps. Il se tenait bien droit sur son siège et très digne. Personne n'aurait pu se douter qu'il dormait, tellement il avait le dos raide. Quand par hasard des clients se présentaient, il devait le secouer à n'en plus finir pour qu'il retrouve ses esprits et se décide à emmener la pratique faire le tour de ville. En somme, vous voyez, je n'étais pas à plaindre. Et j'aurais été le plus heureux des chevaux de fiacre si, 3 fois par an, il n'y avait pas eu à Arles les corridas. Ces jours-là, mon patron, il se levait encore plus tôt que d'habitude. Mais moi, j'étais déjà réveillé depuis longtemps. Je dirais même que je n'avais pratiquement pas dormi. Si vous n'aimez pas les corridas, je n'essaie pas de vous convertir, mais je tiens à vous signaler qu'un cheval de fiacre qui aime les courses de taureaux, eh bien, c'est assez rare pour qu'on prenne ce qu'il pense en considération. Les corridas, j'en avais jamais vu. Là encore, on me laissait à l'entrée. Mais l'atmosphère qui régnait dans la ville me saoulait, me rendait fou, me faisait frissonner de l'encolure aux sabots. D'abord, au lieu de m'atteler à mon fiacre habituel, eh bien, on me confiait une calèche, presque neuve, et on me mettait des fleurs tressées dans la crinière. Ah là là, j'étais jeune, hein, j'étais coquet, et c'était normal que ça me fasse plaisir. En plus, les gens, de me voir si beau, eh bien, ils m'offraient des morceaux de sucre. Mais ce n'était ni le sucre, ni les fleurs tressées de ma crinière, ni ma calèche presque neuve qui me mettait dans cet état d'exaltation et de délire. C'était le sentiment que j'avais de participer à quelque chose de noble, de grand, de dangereux, de définitif. J'avais en effet la glorieuse mission de transporter les matadors de l'hôtel Jules César aux arènes, parmi les clameurs et la musique. Ah, ah, vous pouvez pas savoir. L'air sentait bon, le beignet chaud. Les Arlésiennes, qui sont les plus belles femmes du monde, étaient encore plus belles que d'habitude. J'avançais dans la foule parmi les ovations et je dominais la cohue de la tête. Je suis orgueilleux, mais je suis pas idiot. Je savais bien que c'était pas à moi qu'elles s'adressaient, ces ovations. Elles s'adressaient aux matadors. Oh là là, qu'ils étaient beaux, ces hommes, dans leurs costumes de lumière. Ils étaient basanés, ils étaient verts. Ils fumaient le cigare. Ils avaient les dents blanches, les lèvres violettes, le cheveu noir. Et ils souriaient. Et ils envoyaient des baisers. Et on leur envoyait des baisers. Mais ils disaient pas un mot. Et moi, je savais qu'ils étaient morts de peur. Et qui faisaient leurs prières, et qui se traitaient de tous les noms, et qui regrettaient d'être venus au monde. Avant de me quitter, il me caressait longuement l'encolure. Cela avait l'air d'une caresse d'adieu. J'étais quelque chose de vivant et de chaud. La dernière chose chaude et vivante qui caressait, peut-être. Je ne voyais pas la course, mais je l'entendais. C'est encore pire, parce qu'on est livré à son imagination.
Tantôt, c'était l'enthousiasme et mon cœur se remplissait de fierté. Tantôt, c'était les sifflets, les hurlements de haine et j'avais honte pour eux. Et j'avais peur avec eux. Parfois, c'était un cri. Suivi d'un long silence. Et ces soirs-là, je rentrais à l'écurie, les coussins de ma calèche maculés de sang. D'autres jours, je les ramenais à l'hôtel au triple galop pour éviter qu'ils soient frappés par la foule. Mais souvent, je traversais la ville au pas et je prenais le chemin des écoliers pour faire durer le plaisir. C'était les soirs de triomphe. Les matadors, la foule les entourait, les pressait, leur tendant les mains, les touchait et disaient que leur mère était heureuse d'avoir porté dans leur ventre des fils aussi vaillants. Et eux, les beaux petits hommes bruns riaient très fort, pour la satisfaction de s'entendre rire et de se sentir vivants. Et maintenant, ils n'arrêtaient pas de parler, avec des voix rauques, érodées par le cigare et la manzanilla. Au début, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais je savais qu'ils étaient fiers d'être des hommes. Mais à la longue, l'espagnol m'est devenu naturel. Je suis bilingue, si, señor. Arrivés à leur hôtel, ils étaient portés en triomphe. Et ils partaient, sans penser à me dire au revoir. Or, je ne leur en voulais pas. Des hommes qui risquent leur vie pour étonner les hommes, ils ont tous les droits. Un jour, mon patron mourut, et tout d'un coup, je fus très vieux. Et j'acceptais l'idée de ma mort prochaine avec soulagement. J'avais raté ma vie. Tout ce que je demandais, c'est qu'on ne me fasse pas trop souffrir à l'équarrissage, car je ne doutais pas qu'on allait m'abattre bientôt. Que voulez-vous qu'on fasse d'une vieille carne comme moi, hein? Eh bien non. Une fois de plus, le destin se moqua de moi. J'avais été acheté par un maquignon et je m'attendais à finir mangé par les vieillards de l'hospice. Mais j'étais trop maigre pour servir de beefsteak. Et c'est ainsi que je devins cheval de picador. Regardez comme le sort était injuste. Il y a seulement une dizaine d'années, cette nouvelle m'aurait fait hennir. J'allais dire rugir de satisfaction. Mais cette promotion arrivait trop tard. Je n'avais plus la vaillance ni la force. J'avais mené une vie trop douillette. Je n'avais plus l'esprit combatif. Je ne souhaitais plus me surpasser et devenir un héros, avoir mon nom dans les journaux. Je n'aspirais qu'à disparaître de cette terre sans douleur. Et voilà qu'on me harnachait du lourd caparaçon de toile, d'étoupe et d'aluminium, qu'on me bandait l'œil droit, qu'on me ficelait les deux oreilles. Je ne pouvais ni voir ni entendre. J'étais, je dois le reconnaître, pratiquement à l'abri des coups de corne mortels. Je ne risquais que la cornade dans le cou, celle qui vous tranche la carotide et vous vide de votre sang en quelques secondes. Mais je m'étais renseigné, le fait est assez rare. Au risque de vous décevoir, je suis bien obligé de reconnaître que je ne risquais pas grand-chose. Physiquement, du moins, parce que, moralement, dans l'état de décrépitude qui était le mien, eh bien, c'était terrible. Ils avaient pensé à tout pour m'isoler de la peur, excepté à me boucher les naseaux. Et c'est par là que la peur entrait. Le taureau, je ne le voyais pas. Je ne l'entendais pas venir non plus. Mais je le sentais. Si le vent soufflait dans ma direction, je le sentais dès sa sortie du toril. Moi, j'aurais voulu aider mon pauvre matador à nourrir ses 5 enfants. Mais j'avais les chines trop molles et les jambes trop raides. Je sentais soudain mon poil se hérisser, l'odeur du taureau devenait tout à coup intolérable, je recevais sa charge en plein flanc et je m'envolais par-dessus la barrière. Avec moi, pour ce qui est de la chute monumentale, on était servi. J'ai dû passer plus de 100 fois de l'arène dans le Callejon. Jamais je ne me suis cassé un membre. On me relevait à coups de poing sur la tête, à coups de bâton sur les côtes, à coups de pied dans le ventre. On me tirait par la bride, on me poussait à l'arrière-train, on m'insultait en espagnol, en provençal et même en français.
Je me retrouvais dans l'arène, hébété, vacillant, groggy, mais vivant, inexplicablement vivant. Et pourquoi vivant, mon Dieu? Dans mon genre, j'étais devenu une sorte de vedette. Dès mon entrée dans l'arène, les aficionados me reconnaissaient et me désignant du doigt disaient « Avec lui, tu vas voir, on va rire. » Ah, que j'aurais voulu mourir. Un jour, pourtant, il m'arriva quelque chose d'incompréhensible. Le taureau venait de sortir du tauril. J'avais déjà son odeur plein les naseaux et plein la bouche. Mais elle ne me causait pas la même angoisse que d'habitude. Ce n'était pas une odeur de bête fauve. C'était une odeur forte pourtant. Forte, mais bon enfant. Une odeur d'étable. Une odeur rustique et fermière. L'odeur allait s'amplifiant et mentalement, je comptais la distance qui me séparait d'elle. 10 mètres, 5 mètres, 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres. D'ordinaire, c'est à ce moment que la bête fonçait et m'enlevait sur ses cornes. Or, cette fois, l'odeur restait sur place. Mon picador s'agitait sur sa selle et m'éperonnait avec son pied gauche, à tout va. Je n'y comprenais rien du tout. J'aurais voulu voir ce qui se passait. D'ordinaire, vous savez, je m'avance vers le taureau du côté droit, du côté où je n'y vois rien, mais où mon ventre est à l'abri. Cette fois, j'ai tourné la tête et j'ai offert mon flanc gauche à découvert. Je risquais la blessure mortelle, mais du seul œil dont je disposais, je voulais voir. Je voulais voir. Et j'ai vu. J'ai vu une bête qui avait encore plus peur que moi. J'étais trop faible et trop chargé pour me mettre au trot. Mais je vous prie de croire que j'avançais d'un pas décidé. Et à chaque pas que je faisais en avant, le taureau faisait un pas en arrière. Exactement au même rythme que moi. Et ainsi, moi avançant, lui reculant, je lui ai fait traverser toute l'arène dans le sens de la largeur. J'avais dressé les oreilles. Une des ficelles qui me rendait sourd s'était détachée. Et j'entendais les cris et les rires du conclave. Et des gens m'applaudissaient, moi. Et des filles m'envoyaient des fleurs. Je crois bien que j'y suis allé de ma larme. Et soudain, j'ai poussé un cri. Le bœuf que j'avais devant moi avait eu un sursaut de dignité et venait de m'ouvrir le ventre d'un coup de corne. Et maintenant, il avait repris courage et il s'acharnait sur moi. Et je n'avais plus mal. Et j'étais heureux. Le ciel devint rouge et noir. Il était 5 heures de l'après-midi.